Parfois, il y avait une scène dans le Andy Griffith Show où Opie se tirait avec quelque chose. Je me souviens vaguement de lui avoir demandé « Dis donc, est-ce que ça marcherait pour moi ?» Et si nous vous disions que The Andy Griffith Show, l'un des trésors les plus saints de la télévision, cachait certains de ses secrets les plus sombres juste hors de vue. La série ressemblait à l'Itoyo Tososoke, à l'innocence même, mais ce que le jeune Ron Howard a découvert derrière les caméras était une réalité très différente. Pourquoi les acteurs adoraient-ils Atiamili Keyeti, Aya Adadruil et craignaient-ils secrètement Andy Griffith ? Et quel moment Ron a-t-il vécu sur ce plateau qui résonne encore dans sa mémoire à ce jour ? Ron est passé d'un garçon de 6 ans sur le plateau à un réalisateur oscarisé, mais les expériences qu'il a emportées de ce monde vous feront remettre question tout ce que vous pensiez savoir sur Hollywood. Un garçon nommé Opie, The Andy Griffith Show, a changé la vie de Ron Howard pour toujours. À seulement 6 ans, il a endossé un rôle qui non seulement a fait de lui un nom familier, mais a également façonné la personne qu'il allait devenir. Pour la plupart des téléspectateurs, Opie Taylor était simplement l'adorable fils du shérif, le parfait contrepoids à la présence calme d'Andy Griffith. Mais comment Ron a fini par obtenir ce rôle et ce que la série est devenue était une histoire bien plus importante que quiconque ne le réalisait à l'époque. La série elle-même a commencé octobre 1960. Les téléspectateurs avaient l'embarras du choix matière de sitcom, mais celle-ci s'est tout de suite démarquée. Alors que d'autres émissions couraient après les tendances modernes, The Andy Griffith Show a ralenti le rythme. Elle a emmené les gens à Mayberry, une petite ville fictive qui ressemblait et se sentait comme l'Amérique rurale des années 1930. Les voisins se connaissaient, les portes étaient toujours ouvertes et les problèmes étaient résolus avec patience et esprit plutôt qu'avec drame. Pour les téléspectateurs au milieu d'une décennie pleine évolution, c'était à la fois réconfortant et nostalgique. Mais les racines de Mayberry étaient un peu inhabituelles. L'idée de l'émission est née d'une apparition tant qu'invité dans le Danny Thomas Show. Dans cet épisode unique, Andy Griffith est apparu comme un shérif d'une petite ville. C'était censé être un rôle ponctuel, mais les producteurs ont vu quelque chose lui. Cette courte performance est devenue la graine qui a donné naissance à une série complète qui durerait 8 saisons et resterait dans les mémoires comme l'une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps. Et Ron Howard était plein milieu. L'obtention du rôle d'Opie n'est pas le fruit du hasard. Avant Mayberry, Ron a eu un petit rôle non crédité dans General Electric Theater. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais l'animateur de ce programme, Ronald Reagan, l'a fait. Il a mentionné Ron par son nom à l'antenne, ce qui a attiré l'attention du producteur Sheldon Leonard. Leonard avait un instinct pour le talent et il s'est souvenu du visage de Ron. À l'époque, Ron était déjà engagé dans une autre série chez Mr. Ali. Beaucoup pensaient que ce serait sa grande chance, mais Leonard n'y croyait pas. Il a dit que l'émission échouerait et il avait raison. Mr. Ali s'est effondré rapidement. Cela a laissé Ron libre et lorsque le casting a commencé pour l'émission Andy Griffith, il était disponible. C'est ainsi qu'Opie Taylor est né. Entrer sur le plateau tant qu'enfant aurait pu être intimidant, mais Andy Griffith a rendu la chose plus facile. Dès le début, Andy a traité Ron avec gentillesse et respect. Il ne l'a pas pris de haut et ne l'a pas traité comme un simple enfant. Au lieu de cela, il lui parlait comme à un égal avec patience et chaleur. Pour un enfant de 6 ans, cela comptait. Cela a donné à Ron la confiance nécessaire pour croire qu'il avait sa place là. Mais il y avait une autre influence qui agissait coulisses, et c'était Rance Howard, le père de Ron. Il connaissait suffisamment l'industrie pour s'inquiéter de la façon dont le rôle de son fils pourrait être géré. Au début, il a donné à Andy une note suggérant qu'Opie devrait être traité comme une personne réelle et pas seulement comme un soulagement comique ou un arrière-plan. Andy a pris le conseil au sérieux. Il s'est assuré que les scénarios tenaient compte. Conséquence, la relation entre Andy et Opie est devenue le cœur émotionnel de la série. Ce n'était pas seulement drôle ou mignon, c'était réel. Les pères et les fils à la maison pouvaient se voir dans ces moments et les téléspectateurs s'y sont profondément connectés. Bien sûr, Mayberry n'a pas été construite uniquement sur Andy et Opie. Les acteurs se sont réunis d'une manière qui a donné à la ville son cœur. Don Knotts a joué le rôle du député maladroit Barney Fife,
transformant la maladresse hors comique et remportant 5 Emmy Awards au passage. Frances Bavier est devenue Aunt Bee, la matriarche pragmatique mais aimante de la famille Taylor, remportant son propre Emmy pour le rôle, et avec d'autres habitants familiers de Tokyo, familles de la ville, ils ont construit un endroit qui semblait vivant. Le public a adoré. Semaine après semaine, l'émission a attiré un grand nombre de téléspectateurs. Fait, pendant toute sa diffusion, The Andy Griffith Show n'a jamais été classé dessous de la 7e place dans les classements Nielsen, et quand elle s'est terminée 1968, elle a fait quelque chose de presque inédit. Elle est sortie étant numéro 1. Très peu de séries dans l'histoire de la télévision peuvent dire autant, mais l'impact ne s'est pas arrêté au classement. L'émission est devenue une partie de la culture américaine. Les rediffusions sont diffusées depuis des décennies et de nouvelles générations la découvrent encore. Dans la ville natale d'Andy Griffith, Mount Airy, Caroline du Nord, les fans se réunissent chaque année pour les Mayberry Days, un festival qui célèbre le monde créé par l'émission. C'est la preuve que même plus d'un demi-siècle plus tard, Mayberry occupe toujours une place spéciale dans le cœur des gens. Pour Ron Howard, cependant, Mayberry n'était pas seulement un endroit pour les fans, c'était son enfance. Jouer Opie lui a donné des leçons qui allaient au-delà de la mémorisation des répliques. Cela lui a montré ce à quoi ressemblait le respect sur un plateau. Cela lui a donné confiance et cela lui a donné une base qui allait éventuellement le guider vers la réalisation. Mais même si l'émission lui a offert une enfance que la plupart des enfants ne pouvaient qu'imaginer, elle comportait également des défis. Alors que le monde se souvient d'Opie Taylor comme d'un garçon aux yeux écarquillés grandissant sous la main ferme du shérif Andy Taylor, Ron Howard lui-même se souvient de bien plus. La vérité sur ce qui s'est passé derrière les caméras le suivrait pendant des décennies, façonnant non seulement ses souvenirs d'enfance, mais aussi sa compréhension de l'industrie du divertissement, le drame coulisses. À l'écran, The Andy Griffith Show ressemblait à la définition de l'harmonie. Un shérif doux, un petit garçon mignon, un adjoint excentrique et des voisins qui, même lorsqu'ils se disputaient, revenaient toujours à la gentillesse. Mayberry semblait être la petite ville parfaite, mais derrière les caméras, les choses n'étaient pas toujours aussi simples. Fait, la vérité sur ce qui se passait sur le plateau était parfois très différente du monde que les fans voyaient à la télévision. L'un des premiers défis était le rythme effréné de la production. Dans le monde d'aujourd'hui, une saison de sitcom peut compter 10 ou 12 épisodes. Dans les années 1960, c'était plus du double. The Andy Griffith Show produisait plus de 30 épisodes par saison, ce qui signifiait de longues journées, des horaires serrés et très peu de marge de manœuvre. Pour les acteurs, cette pression s'est accumulée. Et pour Andy Griffith, qui était non seulement la star, mais aussi une force créative de l'émission, cela a eu des conséquences. Griffith était connu pour son perfectionnisme. Il voulait que chaque ligne, chaque scène et chaque détail soient exactement parfaits. Cette motivation a rendu l'émission géniale, mais elle a également créé des tensions. Les membres de la distribution et de l'équipe le décrivaient parfois comme ayant deux côtés très différents. D'une part, il pouvait être chaleureux, drôle et profondément encourageant. D'autre part, il avait la réputation d'être lunatique et instable, surtout quand il était ivre. Ses humeurs pouvaient se répandre sur le plateau, créant une atmosphère très différente de celle, légère, que le public voyait à l'écran. Mais Andy n'était pas le seul à vivre des luttes privées. Don Knotts, qui jouait le rôle du député Barney Fife, est devenu aimé pour son personnage maladroit, anxieux et infiniment drôle. Mais hors écran, Don portait le poids d'un passé douloureux. Il a grandi dans un foyer difficile, marqué par la pauvreté et l'instabilité. Et ses premières années ont laissé des cicatrices qui ne se sont jamais complètement refermées. Même lorsqu'il collectionnait les Emmy Awards et faisait rire l'Amérique, il luttait secrètement contre des insécurités et des démons personnels qui l'ont hanté tout au long de sa vie. La relation de Knotts avec Griffith était également compliquée. Pendant les 5 premières saisons, les deux hommes ont travaillé côte à côte, construisant l'un des plus grands duos comiques de la télévision. Mais lorsque Knotts est parti après la saison 5, les raisons étaient multiples. Surface, il s'agissait de carrière.
Il avait signé un contrat de film avec Universal, croyant que l'émission se terminerait après sa 5e saison. Lorsque Griffith a décidé de continuer, Knott s'était déjà engagé ailleurs, mais dessous, il y avait d'autres tensions. Les Emmy Awards que Knott n'arrêtait pas de gagner auraient suscité des sentiments de rivalité. Des sources internes ont révélé que des divergences créatives et une jalousie personnelle ont parfois fait surface. Et pendant un certain temps, leur amitié s'est refroidie. Mais au fil des ans, ils ont fini par se retrouver, se réconciliant et reconstruisant le lien qui avait commencé à Mayberry. Frances Bavière, qui jouait Aunt Bee, a également ajouté une autre couche de complexité. À l'écran, elle était le cœur fiable de la famille Taylor, têtue parfois, mais finalement chaleureuse et attentionnée. Hors écran, cependant, elle était connue pour être plus compliquée. Elle s'est heurtée à certains de ses camarades de distribution et avait la réputation d'être difficile à travailler avec. Certains disaient qu'elle gardait rancune, d'autres pensaient qu'elle voulait à Griffith lui-même, bien que les raisons n'aient jamais été complètement claires. Dans ces dernières années, Bavière s'est de plus isolée, se retirant d'Hollywood et même des liens étroits avec ses camarades acteurs. Il y a également eu des choix personnels scandaleux qui ont profondément affecté l'émission elle-même. Par exemple, Andy Griffith aurait eu une longue liaison avec Annetta Corso, qui jouait le rôle de l'institutrice, et Len Crump. Leur relation était un secret de polichinelle parmi les acteurs et l'équipe. Bien qu'elle n'ait pas éclaté publiquement à l'époque, elle a créé un courant sous-jacent sur le plateau que certains trouvaient difficile à ignorer. Et puis il y a le tableau d'ensemble. Mayberry a été construit pour se sentir intemporel et sûr. Mais les années 1960 étaient tout sauf cela. Alors que l'Amérique se débattait avec les droits civiques, les changements sociaux et les bouleversements culturels, The Andy Griffith Show a choisi une voie différente. Elle présentait une version édulcorée de la vie dans le Sud où les questions raciales et politiques n'étaient presque jamais abordées. Pour le public de l'époque, cela faisait de l'émission une évasion bienvenue. Mais pour d'autres, cela mettait évidence le fossé entre le fantasme de Mayberry et les réalités de la vie américaine. Le choix de l'émission d'éviter ces tensions a maintenu sa popularité, mais cela signifiait également que le monde extérieur à Mayberry avait parfois l'impression d'être laissé de côté de l'histoire. Le plateau de The Andy Griffith Show était rempli de contradictions humaines, de perfectionnisme, de colère, de rivalité, d'amitié et de conflits. Et Ron Howard a rapidement appris que derrière chaque image parfaite se cachaient des luttes qui ne pourraient jamais être complètement effacées. Mais les cicatrices les plus profondes du Andy Griffith Show ne s'étaient pas encore révélées. Car derrière les rires, les leçons et l'éclat de l'une des émissions les plus appréciées de la télévision, il y avait des tragédies, des pertes personnelles, des maladies et des chagrins que Mayberry elle-même ne pourrait jamais adoucir. Les tragédies que l'émission cachait. Malgré tous les rires et le charme léger de The Andy Griffith Show, des fils sombres se tissaient discrètement arrière-plan. L'émission a donné à l'Amérique une image de joie d'une petite ville, mais derrière cette image se cachaient des luttes, des chagrins et avec le temps, la perte de certains de ces visages les plus aimés. L'une des tragédies les plus précoces et les plus visibles est survenue avec Howard McNear, l'homme que les fans connaissaient sous le nom de Floyd le Barbier. Floyd était plus qu'un personnage. Il était la présence douce dans le salon de coiffure, toujours prêt avec une histoire, un rire ou un mot gentil. Mais 1963, au plus fort du succès de l'émission, McNear a subi un accident vasculaire cérébral dévastateur qui a ébranlé toute la distribution. Pour de nombreux acteurs, ce genre de coup aurait mis fin à leur carrière, mais McNear, avec une détermination remarquable, est revenu. L'équipe de production s'est adaptée à son état, l'asseyant parfois sur des chaises ou le soutenant physiquement afin qu'il puisse continuer son rôle. Le public s'est à peine rendu compte et c'était le but. C'était un acte de courage silencieux, un rappel que même à Mayberry, de vraies personnes étaient confrontées à de vrais défis. Mais toutes les luttes n'ont pas eu une chance de se rétablir. Joanna Moore, qui a joué le rôle de Peggy, la petite amie d'Andy, pendant les premières saisons, a fait face à des batailles qui ne l'ont jamais complètement quittée. Derrière la caméra, elle luttait contre une dépendance, d'abord à l'alcool, puis à des substances illicites.
Hollywood, dans les années 1960, n'était pas toujours un endroit agréable pour les femmes, et les démons personnels de Moore n'ont fait que se renforcer avec le temps. Bien qu'elle ait continué à travailler à la télévision et au cinéma, sa carrière s'est lentement effondrée. Sa fille, Tatum O'Neal, allait devenir la plus jeune personne à remporter un Oscar. Mais son enfance a été marquée par les troubles de sa mère. L'histoire de Joanna est devenue l'un des chagrins cachés de l'émission et un rappel que même ceux qui semblent tout avoir peuvent mener des batailles silencieuses. Les années qui ont suivi Mayberry ont également apporté des pertes inévitables. Don Knotts, le brillant et nerveux Barney Fife, a donné au monde l'un des personnages les plus inoubliables de la télévision. Mais 2006, il est décédé à l'âge de 81 ans. Sa mort a durement frappé les fans. Pendant des décennies, Knotts avait été le cœur de la comédie, non seulement dans le Andy Griffith Show, mais aussi dans les films et les émissions de télévision qui ont suivi, et sa disparition a été ressentie comme la perte d'un morceau d'enfance lui-même. Francis Bavière, tante B pour des millions de personnes, a également laissé derrière elle un héritage compliqué. Elle s'est retirée Caroline du Nord, loin d'Hollywood, vivant dans la solitude. Lorsqu'elle est décédée 1989, les fans l'ont pleurée comme la figure stable et bienveillante de Mayberry, mais ceux qui la connaissaient se souvenaient d'une femme plus complexe qui luttait contre les relations et se retrouvait parfois désaccord avec ses proches sur le plateau. George Lindsay, qui jouait Goober, a maintenu l'esprit de Mayberry, vivant longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Il était un habitué des festivals de fans et des conventions, embrassant toujours l'héritage qu'il avait défini. Et lorsqu'il est décédé 2012, on a eu l'impression qu'un autre lien avec cet âge d'or avait été rompu. Pour Ron Howard, grandir entouré de ces personnes signifiait que leur perte avait un poids encore plus profond. Ce n'étaient pas seulement des collègues, c'était des mentors, des modèles et à bien des égards, une deuxième famille. Ron a souvent parlé de ce que Don Knotts signifiait pour lui, non seulement tant que comédien, mais aussi tant que présence gentille et stable pendant son enfance. Il allait de même pour Andy Griffith, dont l'influence était restée avec Ron longtemps après la fin de Mayberry. Être si jeune dans l'émission avait protégé Ron d'une grande partie des troubles coulisses. Pourtant, vieillissant et regardant arrière, les luttes et les tragédies de ses camarades de distribution sont devenues plus claires. La ville de Mayberry avait été construite pour être intemporelle, épargnée par les troubles du monde extérieur, mais pour les hommes et les femmes qui lui ont donné vie, le temps était inéluctable. La santé s'est détériorée, les démons ont refait surface et les luttes se sont aggravées. Ce qui a perduré, c'est le souvenir de leur travail, les rires, la sagesse et les leçons discrètes tissées dans chaque épisode. The Andy Griffith Show a donné à Ron sa carrière, ses bases et ses premiers mentors, mais cela lui a également appris que rien ne dure éternellement, pas même la petite ville la plus parfaite du monde. C'est cette prise de conscience qui a fait du dernier jour de tournage l'un des moments les plus émouvants de la vie de toutes les personnes impliquées. Un jour où les acteurs savaient qu'ils disaient au revoir non seulement à une série télévisée, mais aussi à un monde dans lequel ils ne pourraient jamais vraiment revenir. Le dernier jour. Au printemps 1968, The Andy Griffith Show était devenue plus qu'une simple série télévisée. Pendant près d'une décennie, elle avait été un rituel dans les salons à travers l'Amérique. Les familles se réunissaient chaque semaine pour entrer dans Mayberry, ne serait-ce que pendant 30 minutes, et s'échapper dans sa chaleur. Mais même les histoires les plus appréciées doivent finir par se terminer. Le dernier jour de tournage portait un poids que tout le monde sur le plateau pouvait ressentir. Il y avait des rires, mais ils étaient mêlés à quelque chose de plus lourd, le sentiment qu'ils ne faisaient pas que terminer un épisode. Ils fermaient un chapitre de leur vie. À la fête de fin de tournage, Andy Griffith a fait quelque chose qu'il ne faisait pas souvent. Il s'est arrêté, s'est tenu devant ses acteurs et son équipe et a prononcé un discours d'adieu. Andy était connu pour sa chaleur, mais aussi pour garder ses émotions sous clé. Pourtant, ce jour-là, sa voix portait à la fois fierté et tristesse. Il a remercié ses collègues d'avoir donné vie à Mayberry, il les a remerciés pour leur patience, leur amitié et pour avoir créé quelque chose qui durerait longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Il leur a rappelé que même si l'émission se terminait, les liens qu'ils avaient tissés ne devaient pas disparaître. Pour les jeunes acteurs, ces mots ont été particulièrement percutants.
Ron Howard, qui n'avait que 14 ans à l'époque, n'a pas pu se contenir, il avait grandi sur ce plateau. D'un garçon de 6 ans jouant Hoppy Taylor à un adolescent à l'aube de son propre avenir, Mayberry avait été sa deuxième maison. Les gens qui s'y trouvaient n'étaient pas que des collègues, ils étaient une famille. Et lorsque la réalité de quitter cette famille s'est fait sentir, Ron a fondu larmes. Parlant de cette expérience, il a déclaré « Soudain, je ne savais pas ce que ce serait de ne plus avoir cette émission dans mon avenir et ces gens dans mon avenir. La vérité, c'est que Mayberry n'était pas qu'un plateau, c'était un monde soigneusement construit pendant 8 ans et tous ceux qui y travaillaient y avaient investi une partie d'eux-mêmes. » Don Knotts, bien qu'il ait quitté l'émission plus tôt, est revenu pour la fête de fin de tournage et a partagé la nostalgie. Tous, de l'équipe aux opérateurs de caméra, passant par les décorateurs et les superviseurs de scénario, ont compris qu'ils avaient participé à quelque chose qui allait au-delà des classements ou des récompenses. Ils avaient créé une tranche d'Americana à laquelle des générations s'accrocheraient. Et personne n'a oublié que le moment était symbolique. 1968 a été une année turbulente Amérique, remplie de luttes pour les droits civiques, de la guerre du Vietnam et de tensions politiques. Dans ce contexte, la fin du Andy Griffith Show ressemblait à la fin symbolique d'une vision plus innocente du pays. Mayberry représentait un monde plus simple et plus aimable. Et avec son départ, la télévision elle-même semblait se transformer quelque chose de nouveau. Pour Ron Howard, cependant, la fin était aussi un commencement. Bien qu'il ait été douloureux de quitter Hoppy, il s'est vite retrouvé à jouer un autre rôle emblématique, celui de Richie Cunningham dans Happy Days. Cette émission allait définir les années 1970, tout comme le Andy Griffith Show avait défini les années 1960. Mais les ambitions de Ron ne s'arrêtaient pas au jeu d'acteur. Dans les années 80 et 90, il est passé à la réalisation, construisant une carrière que peu d'enfants Sears auraient pu imaginer. Et pourtant, à travers tout cela, il n'a jamais oublié l'émission qui l'a fait connaître. Dans ses interviews, Ron attribue souvent au Andy Griffith Show le mérite d'avoir façonné non seulement sa carrière, mais aussi son caractère. Regarder Andy Griffith diriger un plateau lui a donné des leçons de leadership qu'il utilise encore tant que réalisateur. Il a appris l'empathie, observant la façon dont Andy traitait les gens, comment il respectait les membres de l'équipe, écoutait les suggestions et essayait toujours de faire ressortir le meilleur de ceux qui l'entouraient. Il a également appris la discipline. Semaine après semaine, l'émission exigeait de longues heures et du professionnalisme même de la part d'un enfant acteur. Et Ron a absorbé ces leçons et les a emportées avec lui à l'âge adulte. Plus que tout, Ron Howard a appris le pouvoir de la narration. L'émission ne reposait pas sur le clinquant ou le spectacle, elle reposait sur les gens. Elle a montré que même les petites luttes quotidiennes pouvaient être significatives lorsqu'elles étaient racontées avec honnêteté et cœur. Et cette conviction est au cœur du travail de Ron Howard depuis lors. Et pourtant, malgré tout le bien, Ron Howard a également gardé avec lui une perspective sur les vérités plus sombres que l'émission avait cachées. Alors que le Andy Griffith Show semblait être la représentation parfaite de l'innocence à l'écran, coulisses, Ron Howard a été témoin d'incidents choquants qui ont à jamais modifié sa perspective sur l'industrie du divertissement. La triste vérité sur The Andy Griffith Show à la télévision. The Andy Griffith Show ressemblait à la tranche de vie américaine la plus pure. On s'y sentait calme, sécurité et rempli de douces leçons sur la gentillesse et la communauté. C'était une émission où les enfants respectaient leurs parents, les voisins s'arrêtaient pour bavarder sur le porche et le plus gros problème de la semaine pouvait être un concours de tartes aux pommes qui avait mal tourné. Mais derrière ces sourires éclatants et ces scénarios doux, la réalité était bien différente, surtout pour un petit garçon, Ron Howard. Dans ses mémoires The Boys, Ron a donné aux fans un aperçu de ce qu'était réellement la vie coulisse. Et disons simplement que Mayberry n'était pas aussi sain une fois que les caméras avaient cessé de tourner. Ron a été exposé à des comportements d'adultes, à des réalités dures et à des expériences qui ont laissé des impressions durables.
La première et la plus choquante des réalités provenait des membres de l'équipe eux-mêmes. La télévision dans les années 1960 était un environnement à haute pression et la culture sur le plateau était le reflet. Selon Ron, les hommes qui actionnaient les caméras, manipulaient l'équipement et assuraient le bon déroulement de la production étaient loin des habitants paisibles de Mayberry. Ils utilisaient fréquemment un langage vulgaire, criant ou plaisantant grossièrement même présence d'enfants. L'alcool était également courant sur le plateau et Ron se souvient que certains membres de l'équipe s'y adonnaient fortement même milieu de journée, ce qui ajoutait à la sensation d'imprévisibilité autour de lui. Et puis il y avait les toilettes. À l'écran, l'émission ressemblait au genre d'endroit où tout le monde laissait ses portes déverrouillées. Mais hors écran, les toilettes du studio étaient tout sauf innocentes. Ron se souvient qu'elles étaient recouvertes d'images et de mots crus et explicites qu'il ne comprenait même pas lorsqu'il était enfant. C'est son père, Rance Howard, qui a finalement dû s'asseoir avec lui et lui expliquer ce que certains d'entre eux signifiaient. Une autre présence constante était le tabagisme. Ron a révélé que les cigarettes étaient partout sur le plateau, dans les loges et pendant les répétitions. C'était si grave que Ron se souvient que ses yeux brûlaient à cause de la fumée qui semblait planer au-dessus de chaque pièce. Aujourd'hui, les dangers du tabagisme sont largement reconnus, mais à l'époque, cela faisait simplement partie de la culture. Mais le plus difficile pour Ron n'était pas la fumée, ni même les graffitis, c'était la façon dont les gens traitaient les autres et parfois la façon dont ils le traitaient lui. L'un des souvenirs qui lui sont restés est d'avoir entendu des insultes inappropriées dirigées contre Jim Neighbors qui jouait le rôle de l'adorable Gomer Pyle. Neighbors n'était pas ouvertement homosexuel à l'époque. Et alors que la plupart des Américains le voyaient comme le mécanicien gentil et maladroit, coulisses, il a enduré des blagues cruelles et des chuchotements que Ron, même enfant, savait blessants. Ron lui-même n'était pas non plus à l'abri de la cruauté. Bien que l'émission l'ait rendu célèbre, elle a également fait de lui une cible. À l'école, les enfants se moquaient de lui sans relâche, se moquant du rôle même que des millions de personnes adoraient. Les choses ont empiré à tel point qu'une fois, Ron a mouillé son pantalon plutôt que de risquer d'utiliser les toilettes où il craignait d'autres moqueries. La célébrité pour lui n'était pas un bouclier, mais un fardeau supplémentaire qui le séparait des autres enfants et lui donnait un sentiment d'isolement. Mais ce n'est pas tout. Sur le plateau, il a également été exposé aux aspects bruts des conversations d'adultes. Ron se souvient avoir surpris Andy Griffith et Don Knotts train de discuter de problèmes conjugaux et de séances de thérapie. Des conversations qui le dépassaient largement à l'époque, mais qui laissaient quand même des impressions. C'était des affaires privées, qui n'étaient pas destinées aux oreilles d'un enfant, mais la proximité du jeune acteur avec ses costards adultes signifiait qu'il absorbait plus que quiconque ne le réalisait. Il a appris très tôt que les personnes qui semblaient parfaites à la télévision se débattaient souvent dans leur vie personnelle. Certaines de ces luttes étaient visibles. Ron se souvient vivement d'un moment précis. Andy Griffith revenant d'une pause vacances avec la main bandée, admettant ouvertement qu'il avait frappé une porte dans un accès de rage dû à l'ivresse. L'image était surprenante pour Ron qui idolâtrait Griffith à la fois comme mentor et comme figure paternelle. Pourtant, même lorsqu'il a appris ses défauts, Ron ne s'est jamais retourné contre Griffith. Il est resté prudent dans ses réflexions, reconnaissant le côté sombre de ce dont il a été témoin sans miner l'influence de l'homme sur sa vie. Fait, Ron a toujours décrit Andy Griffith terme très positif. Malgré toute la volatilité et les imperfections, Griffith a donné à Ron des conseils qui ont façonné sa carrière. Il l'a traité comme un professionnel, a respecté ses capacités et a établi une norme de discipline que Ron allait appliquer dans sa carrière de réalisateur. L'influence de Griffith, malgré tout, est restée fondamentale. Il y avait aussi des frustrations créatives que Griffith lui-même n'a jamais pu complètement surmonter. Ron a révélé que Griffith était toujours agacé par le fait que les critiques de télévision n'avaient pas reconnu la profondeur émotionnelle de l'émission, surtout au moment où la série atteignait sa 5e saison. Griffith avait imaginé l'émission comme plus qu'une simple comédie légère. Il voulait qu'elle reflète le caractère, la chaleur et l'honnêteté. Mais lorsque les critiques la rejetaient comme étant simple ou trop nostalgique, il s'indignait du manque de reconnaissance.
Une partie de l'identité créative de Griffith était son aversion pour la comédie burlesque. Il estimait que l'humour du Sud était naturellement riche et il s'empressait de supprimer toutes les blagues qu'il jugeait trop larges ou caricaturales. Il rappelait constamment aux scénaristes et aux producteurs que le cœur de l'émission résidait dans son authenticité et non dans des rires bon marché. C'est cet instinct qui a donné à l'émission sa qualité intemporelle, mais cela a également mis en évidence la tension entre les normes élevées de Griffith et les attentes de l'industrie. Pour Ron Howard, toutes ces contradictions entre la surface saine et la réalité désordonnée faisaient partie de son éducation. Il était impossible d'échapper à la tension entre l'image parfaite de l'émission et la réalité. Et c'est peut-être pourquoi le Andy Griffith Show continue de résonner. Il n'a jamais été entièrement question de perfection. Il s'agissait d'avoir envie. Mais que pensez-vous ? Ron Howard était-il trop jeune pour vivre les choses qu'il a vécues sur le plateau de The Andy Griffith Show ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour.